Je me souviens encore du moment précis où j'ai su que je ne serais jamais à la hauteur. C'était le matin de mon mariage. J'étais dans un petit grenier aménagé au-dessus de la grange, la lumière du soleil inondant la pièce à travers les vieilles fenêtres du verger de pommiers. Ma robe blanche était déjà enfilée, le voile légèrement épinglé. Mes mains étaient fermes tandis que je lissais la dentelle sur mes hanches. Soudain, Tessa, ma demoiselle d'honneur, ma sœur de cœur, poussa la porte d'un coup d'épaule, les yeux écarquillés. Marissa venait d'arriver. Voilà la situation avec la famille de Nolan. Ils sont tous là pour les photos d'avant-cérémonie. Et Bella, ils sont tous habillés en blanc. Pas ivoire, pas crème. Un blanc pur, assumé. Absolument tous. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti l'air quitter la pièce dans un souffle lent et glacial. Comme lorsqu'on comprend enfin quelque chose qu'on a essayé d'ignorer pendant des années. Je m'appelle Bella. Je suis vétérinaire pour petits animaux à Charlottesville, en Virginie. Je passe mes journées à recoudre des chiens qui ont mangé des chaussettes, à accompagner des chats épuisés dans leurs derniers instants, et à rassurer des maîtres inquiets en leur disant que leur meilleur ami va s'en sortir. J'aime les matins tranquilles, avec un café et l'odeur d'antiseptique. J'aime les choses qui ont du sens. Nolan Cox est chirurgien équin. Nous nous sommes rencontrés il y a des années à un symposium vétérinaire à Asheville, en Caroline du Nord. Il présentait une nouvelle technique pour réparer les lésions tendineuses chez les chevaux de course. J'étais là pour valider des crédits de formation continue et parce que les montagnes Blue Ridge sont magnifiques en octobre, même quand on est épuisé. Nous nous sommes retrouvés dans la même file d'attente pour ce café immonde, trop léger, typique des conférences. Le genre de café qui vous fait comprendre pourquoi les cafetières d'hôtel devraient être interdites. Il a fait une blague à ce sujet. J'ai ri plus fort que je n'aurais dû. C'était le début. 8 mois plus tard, il m'a demandé en mariage sur le balcon de ce même hôtel où nous avions discuté pour la première fois, sous ce même ciel pourpre aux teintes sombres. J'ai dit oui sans hésiter. Il m'a embrassé comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. La réaction de sa famille fut immédiate et brutale. Marlène Cox, sa mère, l'appela en pleurs, lui disant qu'il détruisait tout ce qu'ils avaient construit. Gordon, son père, envoya un courriel officiel listant 3 femmes de leur résidence privée à Richmond qui auraient été plus convenables. Paige, sa sœur cadette, créa une conversation de groupe intitulée « Crise de la quarantaine de Nolan » et la remplit de statistiques sur le divorce et de captures d'écran de bagues de fiançailles coûtant plus cher que la totalité de mes dettes étudiantes. Je n'ai découvert l'existence de cette conversation que bien plus tard. Un week-end, Nolan emprunta le téléphone de Paige et découvrit tout. Il ne cria pas. Il lui rendit simplement son téléphone et lui dit calmement qu'il était déçu. Elle leva les yeux au ciel et lui dit qu'il en faisait trop. J'ai longtemps essayé d'être la belle-fille qu'il pouvait supporter. J'apportais des pianis à Marlène à chaque visite. Ses préférées, celle rose pâle qui coûtait la moitié d'un salaire. Je restaurais avec Gordon dans son garage pendant qu'il restaurait une Mustang ancienne, lui tendant des outils et lui posant des questions auxquelles je devais répondre sur Google. J'allais au déjeuner caritatif de Paige, je souriais malgré les murmures insinuant que je n'en voulais qu'à son argent, même si mon cabinet gagnait plus que ses revenus chirurgicaux la plupart des années, et je faisais semblant de ne pas remarquer que Lydia, la fille de la meilleure amie de Gordon et Marlène, celle qui semblait parfaite pour Nolan depuis le lycée, s'invitait systématiquement au dîner de famille, toujours assise à côté de lui. Je persistais parce que j'aimais Nolan, parce que je croyais obstinément que la gentillesse finirait par apaiser le ressentiment, parce que je ne voulais pas qu'il ait à choisir. Puis vint Thanksgiving, 2 ans avant le mariage. Marlène invita Lydia sans nous prévenir. Elle la plaça à côté de Nolan. Ils passèrent tout le repas à se remémorer leurs étés d'enfance au bord du lac, à rire de blagues privées auxquelles je n'étais pas au courant. J'étais assise au bout de la table, comme une invitée qui s'était égarée. Ce soir-là, dans la voiture, Nolan rompit enfin le silence. S'ils ne peuvent pas te respecter, ils n'ont pas leur place dans nos vies. Il l'a dit calmement. Pas d'ultimatum. Juste un constat. Ils ont pris leur distance en apparence. Des sourires pendant les fêtes. Des textos polis. Mais le ressentiment ne s'est pas dissipé. Il s'est enfoui. Il a attendu. L'organisation du mariage l'a fait ressurgir. Marlène voulait aider. Chaque choix que je faisais était trop rustique, trop simple, pas assez prestigieux. Elle a proposé de payer des options supplémentaires, mais seulement si elle les contrôlait.
Nous avons refusé. Nous avons tout payé nous-mêmes. 3 jours avant la cérémonie, Paige a appelé Nolan en panique. Elle avait acheté par erreur la même robe qu'une de mes demoiselles d'honneur, alors que je la lui avais décrite en détail des semaines auparavant. Pouvait-elle encore la porter? Nolan lui a dit non autrement. Elle a accepté. Elle avait l'air désolée. Je l'ai cru. J'aurais dû m'en douter. Ce matin-là, debout dans ma robe, en entendant Tessa prononcer le mot « blanc », j'ai enfin compris le schéma que j'avais ignoré pendant des années. Ils n'étaient pas seulement déçus de moi. Ils essayaient de m'effacer. Et ils avaient choisi le seul jour qui était censé être intouchable. Je me suis regardée dans le miroir en pied. La dentelle captait la lumière. Mon regard était clair. Je me suis tournée vers Tessa. « Appelle ta sœur, celle qui gère l'association caritative 5K Warehouse. Demande-lui si elle a encore ses t-shirts rouges vifs des bénévoles de la course dans la boue du printemps dernier. Ceux avec l'inscription Résilie sur la poitrine. » Tessa a cligné des yeux, puis a souri. « Combien nous en faut-il » Je n'ai pas hésité. 25 et dis-lui de se dépêcher. La sœur de Tessa a répondu présente. 40 minutes plus tard, 2 demoiselles d'honneur sont revenues, chargées de 3 grands cartons et d'un sac de sport rempli de t-shirts supplémentaires. Des t-shirts rouges vifs, résilients, de la course caritative du printemps dernier, ceux avec une inscription blanche en gras sur la poitrine et de légers motifs d'éclaboussure de boue qui semblaient presque artistiques sous certaines lumières. Nous en avions 30, largement assez. Je suis restée à la fenêtre donnant sur le verger, regardant les invités arriver, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, les voitures alignées le long de l'allée de gravier sous les feuilles qui changeaient de couleur. L'automne en Virginie peut être d'une beauté impitoyable, le genre de journée dont on parle pendant des semaines. Aujourd'hui, j'avais l'impression d'être protégée par une armure. Dans le jardin, toute la famille de Nolan s'était réunie pour les photos d'avant-cérémonie. 23 personnes, grands-parents, tantes, oncles, cousins, tous vêtus de blanc. Marlène portait une robe à perles qui criait « Mère de la mariée », car c'en était une. Elle l'avait achetée des mois plus tôt. Au cas où, avait-elle dit avec un sourire crispé. Gordon était dans un costume blanc impeccable, comme s'il sortait tout juste du pressing. Paige avait choisi une élégante robe de cocktail blanche, ses talons s'enfonçant légèrement dans l'herbe. Même les cousins, qui s'habillaient d'habitude comme pour un pique-nique d'avant-match, avaient réussi à coordonner leur tenue. Ce n'était pas un hasard. C'était un choix délibéré. Le photographe, Elliot, était déjà monté 2 fois, se balançant d'un pied sur l'autre. « Je ne sais pas quoi faire », répétait-il. Ils insistent pour des photos de groupe, mais ça va ressembler à une séance photo de demoiselles d'honneur pour 23 mariés. Tessa marmonna quelque chose d'inqualifiable. Ma mère, qui ajustait discrètement mes boucles d'oreilles, se figea. Son silence était assourdissant. J'inspirais difficilement, comme si j'aspirais de l'air à travers une paille. Il voulait que les photos soient inutilisables. Il voulait que les invités murmurent pendant des années comment la famille de Nolan avait éclipsé la mariée. Il voulait que cette journée soit perçue comme leur protestation plutôt que comme notre mariage. Et ils y étaient presque parvenus. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu descendre en trombe, toute dans ma robe, et les supplier de me changer. J'aurais pu laisser l'humiliation me ronger, comme elle l'avait fait pendant 2 ans et demi. Au lieu de cela, quelque chose changea. Pas de la colère à proprement parler, quelque chose de plus froid, de plus lucide. Je me tournai vers Marissa, la coordinatrice, qui rôdait près de la porte, son bloc-notes à la main, telle une soldate attendant ses ordres. « Rassemblez-les dans le jardin du bas », dis-je, à l'écart des autres invités. Dites-leur que la mariée souhaite un bref moment en famille avant les photos. Elle acquiesça, sans poser de questions. Je pris moi-même une des boîtes de chemises rouges. C'était plus lourd que prévu. Les bords du carton me rentraient dans les paumes. Tessa s'est assise à côté de moi tandis que nous descendions l'étroit escalier de bois. Ma mère suivait d'un pas. Mes demoiselles d'honneur formaient une ligne protectrice lâche derrière moi. Je sentais leur présence comme une armée silencieuse. Le jardin était ombragé par de vieux pommiers, dont les fruits s'accrochaient encore aux branches en grappes rouges tenaces. La famille se tenait en demi-cercle lâche, bavardant entre elles, l'air satisfait de leur parfaite harmonie. Quand elles m'ont vu arriver, ma robe blanche traînant sur l'herbe, la boîte dans les bras, la conversation s'est éteinte.
Marlène s'est avancée la première, le menton levé. Bella, ma chérie, tu es. Je l'ai interrompue. Pas fort, pas avec colère, juste fermement. Tu as deux choix. J'ai posé la boîte sur le banc de pierre avec une précaution calculée. Enfile sa par-dessus tes tenues tout de suite ou part. La cérémonie commence dans moins de 30 minutes. Un silence stupéfait s'est installé. Paige a ri. Un rire bref et sec. Tu es ridicule. Vous ne pouvez pas nous forcer à abîmer nos vêtements. La mâchoire de Gordon se crispa. Vous n'avez pas le droit d'exiger de telles choses. Marlène plissa les yeux. Après tout ce que nous avons fait pour vous accueillir. C'est alors que Nolan apparut. Il attendait juste derrière les portes de la grange, me laissant le temps de gérer la situation. Il s'avança dans la lumière du soleil, les mains dans les poches, le dos calme. Il regarda sa mère, son père, sa sœur, tous ces visages qui, pendant des années, m'avaient rappelé à l'ordre. Puis il prononça 5 mots. Enfilez-les ou partez. Le jardin devint si silencieux que j'entendais le bruissement des feuilles au-dessus de ma tête. Personne ne bougea. Ils attendaient que je cède pour que la femme qui apportait des fleurs et assistait au déjeuner de charité plie le linge comme elle l'avait toujours fait. Mais j'en avais assez. La grand-mère de Nolan fut la première à céder. Elle s'avança d'un pas assuré, appuyée sur sa canne, son châle blanc drapé sur ses épaules étroites. Elle regarda la boîte, puis Marlène, puis de nouveau moi. Sa voix était pragmatique, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Je suis trop vieille pour ces jeux-là. Je suis venue assister au mariage de mon petit-fils. Elle se pencha, en sortit une chemise et l'enfila sans effort. Le rouge vif contrastait avec ses perles. L'inscription résistante s'étendait sur sa poitrine. De fausses éclaboussures de boue captaient la lumière. Ce simple geste fit tout basculer. 2 jeunes cousins suivirent, le visage rouge, évitant les regards. L'un murmura un rapide « Pardon » en retirant son bras. L'autre garda la tête baissée, les épaules voûtées comme s'il souhaitait que la terre l'engloutisse. Le visage de Gordon s'assombrit. « C'est humiliant », marmonna-t-il, la voix pâteuse, empreinte d'une fierté blessée plutôt que de véritable fureur. « On ne reçoit pas d'ordre de quelqu'un qui est à peine de la famille. » Marlène resta figée à côté de lui, ses robes perlées scintillant ironiquement au soleil. Je la vis jeter un coup d'œil vers le portail du verger où les premiers invités flânaient, leur rire porté par la brise. Elle pesait le pour et le contre de la rébellion. Paige sortit son téléphone et le pointa vers la boîte comme une arme, sans doute pour immortaliser l'instant et le partager avec ses abonnés. « On va dire que j'exagère », pensa-t-elle. Nolan bougea avant qu'elle ne puisse prendre la photo. Quiconque publie quelque chose à ce sujet sans notre accord est exclu des photos et doit partir sur le champ. Son ton était calme, mais la tension était palpable. Paige fronça les sourcils et baissa le bras. Être effacée de la journée comptait plus pour elle que la manifestation. Tessa apparut à mon côté, les demoiselles d'honneur se dispersant. Nous avons commencé à distribuer les t-shirts directement, les glissant dans les mains de chacune, en nous regardant dans les yeux. Plus un mot, juste le contact silencieux du tissu. J'observais le groupe se diviser. Certaines les enfilèrent aussitôt, le regard fuyant. D'autres les serraient contre elles, cherchant du regard un signe de Marlène qu'elle ne donnait pas. La tante de Nolan prit le sien en murmurant un merci. Surprenant, jusqu'à ce que je comprenne qu'elle les remerciait de ne pas les avoir renvoyés sur le champ. Son oncle grommela que c'était le mariage le plus absurde qu'il ait jamais vu, mais il enfila quand même son t-shirt par-dessus sa chemise blanche. Sa femme fit de même, les lèvres serrées, furieuse, mais pas au point de rater la journée. Les t-shirts recouvraient presque tout le blanc, transformant leur protestation en une uniformité absurde sur fond de rose verte. Cela semblait presque intentionnel, comme un thème excentrique que nous aurions choisi. Marlène prit enfin la parole. Sa voix tremblait. « Vous vous moquez de cette journée. Nous n'oublierons pas ça. » Je croisai son regard. « C'est vous qui avez choisi ça en l'organisant. Nous voulons juste nous assurer que les photos reflètent nos règles, pas votre coup d'éclat, votre t-shirt ou votre parking. » Mon cœur battait la chamade, mais je restai ferme. Gordon lui attrapa le bras. Il l'entraîna à l'écart pour une dispute à voix basse. Je n'entendais rien, mais leurs corps parlaient d'eux-mêmes. Geste sec,
mâchoire crispée. Après ce qui me parut une éternité, il arracha 2 t-shirts et lui en tendit un. Elle l'enfila d'un coup sec, les mains tremblantes, le tissu rouge froissant son collier de perles. J'ai ressenti une pointe de tristesse. Pas vraiment du triomphe, mais une triste certitude. On aurait pu éviter tout ça si elle nous avait laissé une journée sans son ombre. Paige a tenu bon le plus longtemps, les bras croisés, sa robe blanche défiant la lumière. Nolan s'est approché d'elle, une chemise à la main. Je t'aime, mais décide maintenant. Sœur ou ennemi? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle l'a fixé, le visage déformé par la colère, la douleur, peut-être le regret. Puis elle l'a arraché des mains, l'a enfilé d'un roulement des yeux qui ne dissimulait pas ses doigts tremblants. Marissa est apparue, un bloc-notes à la main, la voix enjouée. Les invités sont assis. Nous sommes prêts. Elle les a conduits vers l'espace de la cérémonie comme si de rien n'était. J'ai regardé le groupe s'éloigner, rouge sur blanc, un rappel vivant de ce que nous venions de reconquérir. Au lieu de culpabilité, je me sentais encore lucide. Nolan m'a serré la main. Tu es incroyable. Je lui ai serré la main en retour. C'était nous, ensemble, même dans le chaos. Elliot, le photographe, s'est penché vers moi. On oublie les photos de famille pour l'instant. On les fera après. Laisse-nous le temps de nous installer. J'ai acquiescé. Pas de photos de prise d'otage aujourd'hui. De retour à l'étage, Tessa a retouché mon maquillage. Mes mains ne tremblaient pas. Je venais d'affronter mes beaux-parents lors de la plus grande confrontation de ma vie, et mon reflet paraissait serein. Ma mère a croisé mon regard dans le miroir et a hoché légèrement la tête. Sa fierté discrète m'a réconforté plus que tous les mots. Aux portes, la musique montant, mon père m'a tendu le bras. Nous sommes sortis. Nolan attendait à l'hôtel, le visage illuminé en me voyant. Un amour pur et simple. En avançant, les invités ont remarqué nos chemises rouges. Certains souriaient, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie privée. D'autres chuchotaient, perplexes. La plupart nous fixaient. Marlène était assise au premier rang, les bras croisés sur sa chemise rouge, le visage impassible. Gordon, à côté d'elle, semblait résigné, les épaules affaissées. L'homme efficace plaisantait sur le mariage, le comparant à la survie commune face aux tempêtes. Des rires ont parcouru l'assemblée. La grand-mère de Nolan a souri. À cet instant, le drame s'est dissipé. Il s'agissait de notre choix l'un de l'autre, malgré tout. La cérémonie se déroula comme une douce reconquête. Nolan et moi nous tenions sous l'arche de bois ornée de pommes de fin de saison et de roses blanches, sa voix assurée se mêlant au murmure des invités. Lorsqu'il parla du mariage comme d'un choix quotidien, celui de rester unis face aux tempêtes, de se choisir l'un l'autre dans les moments les plus difficiles, quelques personnes laissèrent échapper un petit rire entendu. La grand-mère de Nolan, sa chemise rouge encore éclatante sur son siège, hocha légèrement la tête, approbatrice. Marlène, raide comme un piquet au premier rang, les bras croisés sur le mot « résilie », affichait un visage figé. Gordon semblait plus résigné que furieux, les épaules légèrement arrondies. Je le remarquai à peine. Mes yeux restaient rivés sur Nolan. Son regard ne faiblissait pas. Lorsque nous avons prononcé nos vœux personnels, sa voix demeura calme. Je te promets d'être là pour toi, Bella. Toujours. Même dans les moments difficiles. Même si cela me coûte quelque chose. Il ne parlait pas seulement de ce jour. Il promettait qu'aucune attente familiale, aucun murmure de club privé, aucun silence ne viendrait jamais bafouer ma dignité. J'ai dégluti une fois, puis j'ai répondu, « Je te promets de ne jamais te demander de choisir entre eux et moi. Mais j'attendrai toujours de toi que tu choisisses notre mariage en premier. » Ses yeux se sont embués. Il avait compris la valeur de ces mots. La liberté face à la culpabilité qu'ils avaient utilisée comme une arme pendant des années. Nous avons échangé nos alliances. Ma main ne tremblait pas. L'officiant nous a déclarés mariés, et Nolan m'a embrassé avec une telle profondeur que le verger a disparu un instant. Les invités ont applaudi, chaleureusement, bruyamment, sincèrement. Les chemises rouges se sont fondues dans le brouhaha ambiant. À cet instant, nous étions simplement 2 personnes qui s'étaient choisies malgré tout. En remontant l'allée, bras dessus bras dessous, j'ai aperçu des visages. Une cousine qui souriait doucement, une tante qui s'essuyait les yeux. Certains parents restaient assis, figés,
les lèvres pincées. C'était leur choix. Nous leur en avions offert un autre. Le vin d'honneur a apporté un premier véritable soulagement. Les invités se sont rassemblés autour de nous, nous serrant dans leurs bras et nous félicitant. Plusieurs ont plaisanté gentiment sur la ténacité de la famille, un geste qui avait été accueilli avec affection et non avec moquerie. Un couple âgé, client du cabinet équin de Nolan, nous a pris à part près du bar. « On a vu ce qui s'est passé », a dit la femme à voix basse. « Vous avez géré la situation avec une élégance rare. » Leurs paroles ont fait l'effet d'une bombe. Tout le monde n'avait pas manqué le sous-texte. Certains avaient compris la manœuvre et nous avaient vu tenir bon malgré tout. Ma mère m'a trouvé près de la table des amuse-gueules et m'a serré fort dans ses bras sans dire un mot. Quand elle s'est enfin redressée, elle m'a chuchoté à l'oreille. Ton père était prêt à les raccompagner lui-même s'il refusait les chemises. J'ai ri. Un rire franc et surpris. Mon père, ce doux bibliothécaire retraité qui s'émeuve devant les publicités pour les refuges pour chiens, a apparemment une force de caractère à toute épreuve quand il s'agit de protéger sa fille. Plus tard, Elliot s'est approché de nous avec son sac photo pour prendre des photos de famille. Il a dit « Je peux jouer avec l'angle et le recadrage pour adoucir les chemises sur certaines photos, où on peut se rapprocher et les intégrer à l'histoire. À vous de choisir. » Nolan et moi nous sommes regardés. Pas besoin d'en discuter. Un mélange, ai-je dit. Des classiques, des plus authentiques. On ne va pas faire comme si de rien n'était. Il hocha la tête. Je te comprends. La réception continua. Le DJ annonça notre union, puis, avec un sourire malicieux, adressa un message spécial à la famille résiliente présente ce soir-là. Des rires chaleureux et encourageants fusèrent. La mâchoire de Marlène se crispa, mais Gordon me surprit par un demi-sourire fugace et hésitant avant de se reprendre. Le discours de Tessa, empreint d'honneur, était parfait. Elle parla d'une force qui se manifeste par une stratégie discrète, connaître sa valeur et refuser tout ce qui est moindre. Elle n'évoqua jamais le drame du matin, mais tous ceux qui en avaient été témoins comprenaient. Les applaudissements durèrent suffisamment longtemps pour sonner comme un verdict. Nous étions vus et soutenus. Au milieu du dîner, Marissa se pencha entre nous, l'air contrit. Gordon demanda simplement s'il pouvait dire quelques mots. Je voulais d'abord m'en occuper. Nous avons tous deux secoué la tête. Pas question de se racheter ce soir. Cette journée était la nôtre. Après le dîner, nous avons réuni la famille pour une photo de groupe. Tous les 23. De tous, les chemises rouges au premier plan. Pas de recadrage, pas d'angle, juste la vérité capturée avec clarté. Quand Elliot nous a montré l'aperçu sur l'écran de son appareil, j'ai ressenti une profonde sensation. Pas de colère, pas une victoire mesquine. Une preuve. La preuve que nous avions fixé une limite, que nous l'avions fait respecter et que nous avions continué d'avancer. Vers la fin de la soirée, Marlène s'est approchée alors que je disais au revoir aux invités qui partaient. Elle tenait une enveloppe blanche. Pour de belles photos, a-t-elle dit d'un ton sec. Puisque celle d'aujourd'hui ne s'était pas déroulée comme prévu, l'implication était claire. Payer pour effacer ce qui s'était passé. Recommencer. J'ai pris l'enveloppe, puis je la lui ai rendue sans l'ouvrir. Nos photos seront exactement comme nous les voulons, lui ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Nous n'avons pas besoin d'aide pour nous souvenir de cette journée. Son visage s'est empourpré. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est éloignée. Tandis que les derniers invités quittaient les lieux, Nolan et moi nous sommes éclipsés sous un tunnel de feu de Bengale tenu par des amis. L'air du soir embaumait la fumée de bois et les pommes. Nous étions mariés. Nous avions survécu à l'embuscade, et nous l'avions fait ensemble. Les jours suivants se sont estompés dans une douce quiétude, comme une période de recentrage. Nous nous sommes réfugiés dans un chalet de la vallée de Shenandoah. Pas de réseau, juste des matins brumeux et de longues promenades sur des sentiers jonchés de feuilles. Nolan et moi avons éteint nos téléphones, fait la grasse matinée et cuisiné des repas simples sur un poêle à bois. Pendant 3 jours, le monde s'est réduit à nous. Pas de courriel, pas de chuchotement, pas de chemise rouge. Le dernier après-midi, assis sur la véranda, la vapeur du café s'élevant dans l'air frais, Nolan a dit « C'est comme ça que je veux que notre mariage soit. Paisible, juste nous deux. » J'étais d'accord. Nous avons parlé de protéger ses limites, non pas comme des murs,
mais comme des portes que nous contrôlions. De retour à la maison, les conséquences se sont fait sentir par vagues successives. Gordon a laissé des messages vocaux, d'abord calmes, puis urgents, parlant d'image et de réputation familiale. Nous les avons écoutés ensemble au petit déjeuner, puis nous avons pris une décision. Pas de réponse immédiate. Réagir avec colère n'aurait fait qu'alimenter le cycle. Un colis est arrivé de Lydia. Des verres à vin élégants et une carte de vœux. Poli, ambigu. Nous avons envoyé un bref remerciement, puis bloqué son numéro. Plus d'appels 2 fois par semaine. Plus d'ombres persistantes. Tessa m'a transféré des captures d'écran d'une conversation familiale datant de plusieurs semaines avant le mariage. Marlène avait tout organisé. Coordination familiale, code vestimentaire blanc pour montrer à Nolan ce qu'est la loyauté. Paige avait donné son accord avec enthousiasme. Preuve que ce n'était pas spontané. En voyant cela, ma peine s'est transformée en détermination. Nolan a rédigé un courriel ce soir-là. Des limites claires. Contact écrit uniquement. Pas de visite surprise. Pas de commentaires en ligne. Toute infraction entraînerait une suspension temporaire. Il a cliqué sur « Envoyer ». La main ferme, il m'a regardé. « Je nous protège », a-t-il simplement dit. Nous avons trouvé la docteure Elena Voss après une recherche nocturne. Son cabinet était spécialisé dans le sabotage des limites familiales. Son bureau était petit, tamisé, avec une légère odeur de lavande. Lors de notre première séance, elle a posé la question que nous n'avions jamais formulée. Que voulez-vous vraiment d'eux? Pas de l'amour, pas d'approbation, juste de la civilité, du respect pour un mariage. Elle a hoché la tête. Accepter des relations limitées est plus sain que de courir après un changement qui n'arrivera pas. On répète des scénarios. Ça ne marche pas pour nous. Simple, ferme, sans explication. Au début, j'ai trouvé ça impoli, mais Elena a expliqué. Poser des limites, ce n'est pas de l'agression. C'est de la clarté. Nolan a admis sa culpabilité, se sentant comme un traître de m'avoir choisi. J'ai partagé ma peur. Une vie de bataille qui nous vole notre joie. Elle a écouté, puis a dit, c'est difficile, mais difficile ne veut pas dire mauvais. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez être ensemble. Gordon a envoyé un courriel des semaines plus tard pour proposer un déjeuner. On en a parlé à Elena. On a établi des règles. Pas d'excuses pour les chemises. Pas de seconde chance. Nolan l'a rencontré seul dans un endroit tranquille à l'autre bout de la ville. Il est rentré fatigué, mais plus léger. Gordon avait parlé pendant 1 heure. Les craintes de Marlène concernant son statut. Les jugements du country club. Pas des excuses, mais du contexte. Il a admis sa complicité. Il a pris sa part de responsabilité. Nolan a posé les conditions. Toute violation entraînerait une rupture. Gordon a écouté. Sans résistance. Son courriel de suivi à Marlène nous a mis en copie. Fait, sans détour, a-t-elle répondu sèchement. Compris. Paige s'en est moquée dans une réponse. Toutes deux jugeaient les limites trop sensibles. Nolan l'a discrètement mise en sourdine. Il l'a retirée de nos partages de photos. Pas de dispute, juste des conséquences. Les excuses de Marlène ont suivi. Désolé que nous nous soyons sentis blessés. Pas désolé pour la peine. Imparfait, mais nous l'avons accepté comme un minimum d'effort. Les actes parleraient d'eux-mêmes. L'album est arrivé d'Eliott, relié cuir, nos noms gravés, certaines photos serrées sur nous, d'autres plus larges, nos chemises rouges visibles, authentiques. Nous avons organisé une réception informelle quelques semaines plus tard. Ma famille, mes amis, aucun membre du clan Cox invité. Des rires ont empli notre maison de style craftsman. Simple et chaleureux. Gordon est arrivé à l'improviste avec un cadeau attentionné. Un manuel de restauration pour la voiture de collection de Nolan. Il est resté 20 minutes poli. Sans drame. Il est reparti avec un simple merci. Paige a publié un message vague en ligne sur l'exclusion des membres de la famille. Nous l'avons ignoré. Des cousins ont envoyé des messages de soutien en privé. Les moments de calme comptaient plus que tout. Pour Thanksgiving, nous avons décliné l'invitation de Marlène. Nous avons plutôt reçu ma mère à la maison.
De la vaisselle dépareillée. Aucune tension. Juste la paix. Les mois ont passé. Le travail nous a ancrés dans la réalité. On pansait nos plaies. On partageait des histoires. Les ragots se sont estompés. Nos relations avec la famille Cox se sont apaisées, distantes mais claires. Gordon envoyait des emails neutres, respectant les limites. Marlène restait froide, mais elle a cessé de saboter. Paige s'est tue en ligne. Sur notre cheminée trône cette photo de famille. Des chemises rouges éclatantes. Non pas de la honte. De la fierté. Nous n'avons pas eu la famille de contes de fées, mais nous avons eu quelque chose de réel. Un mariage. Nous avons défini des limites qui nous ont permis de trouver la paix que nous avions méritée. Parfois, perdre la bataille pour l'approbation n'est pas une défaite, c'est la liberté. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.